que je peux en parler? Ah, bah bien sûr, madame. La vraie Sophie, c'est quelqu'un de très droit, de très honnête et très fidèle. Ah non, je demande de ne pas dévoiler Alors... des choses aussi atroces. Et pourtant, je dis la vérité. La première fois qu'il a osé me dire « je vais devenir acteur », je dis « non, tu veux pas faire de l'acte, tu veux pas faire acteur ». Aujourd'hui, toute une histoire reçoit les parents d'enfants pas comme les autres. Arigato. La célébrité de leurs enfants, ils en sont fiers, mais elle a parfois brouillé les cartes. De toute façon, elle est élue, on vous dit, madame, votre fille ne vous appartient plus pendant 1 an. C'est dur être bébé. On se sent coupable quelque part jusqu'à ce que votre enfant vous dise en vous regardant « Maman, je te reproche rien, moi je n'ai gardé que de bons souvenirs ». Je n'aurai plus jamais aucun rapport avec les journalistes, je ne serai qu'acteur. C'est une nouvelle forme de cinéma. Oui. Ce n'est plus le star system. Non. S'il avait fait du théâtre, il serait toujours vivant. Le cinéma, ça l'a tué. Ça l'a vraiment tué. Vous êtes très fin, vous avez amené ça comme ça, et vous m'avez fait parler, c'est très bien. Et je vous ai pas trahi. Vous ne m'avez pas trahi, je me suis trahie toute seule. Bonjour pour nos invités, merci pour nos invités. Bonjour Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. Bien avant d'être en haut de l'affiche, ce qu'on appelle aujourd'hui les people, ont été des enfants, figurez-vous, et même des enfants comme les autres, avec leurs caprices, leurs petites manies, leurs coupes au carré, leurs boutons d'acné. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblait Georges Clooney quand il était enfant ? Avez-vous déjà songé à la petite fille qui était Madonna ou Britney Spears ? Et surtout, avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblaient leurs parents ? Ils ont des parents. Mes invités d'aujourd'hui ont mis au monde une célébrité. Ils ne s'en doutaient pas, mais leur petit chérubin est donc devenu une talentueuse célébrité. Et ses parents, bien sûr, ils sont forcément pour quelque chose. Alors sont-ils plutôt inquiets ou plutôt fiers que leur enfant soit ainsi propulsé sous les projecteurs ? Comment vous feriez-vous à leur place ? Et si demain, votre enfant ou votre petit-enfant vous laisse plonger dans le bain de la célébrité ? Nos invités sont là pour nous éclairer. Je vous demande de les accueillir chaleureusement. C'est toute une histoire. Bonjour tout le monde. D'abord accueillir la maman de l'inoubliable Patrick Devers. Bonjour Madame Morin, comment allez-vous ? Ben, je vais bien, comme quelqu'un de 91 ans. 91 Bravo. Le papa du talentueux Patrick Fiori, bonjour Jacques. Bonjour. Dolores et sa fille, Madame Favier. Bonjour. Et Madame Favier, bonjour à toutes les deux. Jean-Pierre, le papa de Benjamin, enfin Jean-Pierre quand même aussi. Hein. Oui, quand même, oui. Entre autres, j'en ai 2 derrière. Ah, il y en a 2 derrière. Et on en parlera, voilà. de comment ils vivent aussi, et comment vous faites pour les protéger, pour que tout le monde puisse partager un vrai esprit de famille avec le papa. On demande aussi au public d'accueillir aujourd'hui Patricia, la maman de Jordi. Bonjour Patricia. Et Madame France. Madame France. Oui. Madame la reine-mère. Puisqu'elle est la mère de Miss France 2002, Sylvie Tellier, qui est pas avec nous, elle est à Tahiti, la pauvre. Je vous demande de l'accueillir. On entendra aussi Sylvana. Où êtes-vous, Sylvana, qui est la maman de l'actuelle Miss France. Voilà. Elle n'est pas à Tahiti. Elle est au Mexique. La pauvre. Je vous demande d'accueillir ces 2 mamans, s'il vous plaît. J'ai l'impression que certains d'entre vous savaient que leur enfant avait de bonnes chances de devenir célèbre. Mado ? Oui. Oui. Vous le souhaitiez ou vous le sentiez ? Oui, c'est-à-dire que moi, je suis une amoureuse du théâtre. C'est ma vie. Passion, Dieu et le théâtre. 6 enfants. Et je les ai tous foutus dans le théâtre. Donc, ils ont tous été dans ce que j'aime. Je ne le regrette pas, mais je ne me doutais pas que l'un serait devenu Patrick Devers. Une star. Vous avez été surpris, Jean-Pierre, que Benjamin se lance dans une carrière médiatique sous les feux des projecteurs, ou est-ce qu'il en parlait quand il était petit ? Ah non, ça n'en parlait pas du tout, ça. Non, il n'en était même pas question jusqu'à... Je pense que jusqu'à 18 ans, il n'aurait pas été... Enfin, la première fois qu'il a osé me dire « je vais devenir acteur », je dis « non, tu ne veux pas faire de l'acte, tu ne veux pas faire acteur. Si tu veux faire autre chose, mais pas acteur », il m'a dit... C'est difficile, Jean-Pierre, de dire fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Voilà, exactement. Mais il avait déjà 2 grands-parents vedettes, enfin stars, des vrais. Donc il avait, dès le départ, conscience de combien c'était difficile et long pour arriver là-haut. Donc c'était pas Strombac d'abord, ensuite il a fait des études supérieures, et après il voulait faire de la production, surtout. Et il a fait un peu le businessman, entre-temps, avec plus ou moins de succès. Et puis il a eu la chance de croiser Michel Drucker, rendant à César ce qui est à César, qui l'a formé, ce que tout le monde oublie, pendant 6 ou 7 ans, je crois. Tous ceux qui sont passés entre ses mains ont bien de la chance, j'ai eu cette chance aussi. Voilà. De passer entre les mains de Michel Drucker et Denisot. Alors... Pas mal. Pas mal, une bonne paire de Michel. Jacques, quand il gambadait dans les rues de Marseille, le petit Patrick, il chantait déjà, hein ? Oui, à 5 ans, il a commencé, oui. Ouais.
Et vous le voyez en haut de l'affiche ou il chantait comme tous les enfants de 5 ans pour... Non, au départ, non, pas du tout. Non, il s'amusait, chantait, mais enfin, il montait sur la table, on était 7, on avait 50 ans aussi. Madame, elle m'a battu une longueur, mais enfin, c'est pas grave. Et la table était assez grande, et il montait sur la table, il prenait le banane, il prenait le micro, puis il chantait Le Feu de Johnny Hallyday. Ça a été son départ de base. Et ça l'a allumé. Et vous étiez fier, non? Un petit peu, quand même. Mais la merde, pardon. Je vous en prie. c'est l'école. Il avait des notes musicales énormes. Mais le cadet de correspondance, naze. Comment vous faisiez par rapport à Jean-Pierre qui lui disait passe ton bac d'abord, etc. Vous arriviez à le motiver, votre Non, fils? même pas. Non, on n'a pas cherché. Non, on n'y arrivait pas, alors c'est pas la peine. On a laissé faire. On recevait pas mal de courriers, vous savez, en disant que votre fils ci, votre fils là, il perturbe la classe, il est indiscipliné, que c'est que là. Il avait de bonnes notes en musique et en sport, c'est tout. Pas mal. Le reste, ça va. Et après, il a appris sur le tas, bien sûr. Il est arrivé à s'y refaire quand même. Non, c'est déjà pas mal, musique et sport, mais ça suffit pas à faire un métier. Non, pas du tout. Non, mais... Sauf si on a la chance de pouvoir percer. Chance, oui, il y a un peu de chance. Nous, on a payé beaucoup parce qu'on a payé ces gifles avec des histoires de cassettes à l'enregistrement. Ouais. À quel âge vous avez senti que ce serait une vedette, votre fils? Après 12-13 ans. 12-13 ans. Bah vous, madame, vous étiez une vedette à Lyon déjà. 2 immenses salons de coiffure, tout Lyon qui venait chez vous. C'est une star un peu, madame Favier, à Lyon. Beaucoup de travail en star tout de la cas. famille. Beaucoup de soucis, beaucoup de travail. Combien de coiffeuses et de coiffeurs sous vos ordres, colonel? Il y en avait 38 d'un côté et 29 de l'autre, ou 30. Alors, on verra que votre fille se prédestinait à avoir une autre carrière que celle qu'elle a faite. Vous sentiez une petite fille différente quand elle était petite qui pourrait un jour être sous les feux des projecteurs, avec votre intuition de maman? Pas vraiment. Non, elle aimait chanter, comme tous les enfants, s'amuser. Mais elle avait une passion, c'était les animaux. Et alors, dès qu'elle a su parler, elle voulait être vétérinaire. C'est pour ça qu'elle m'a toujours bien aimé, Elle mettait des gouttes dans les yeux des animaux, elle leur lavait les dents, vous voyez un petit peu, leur nettoyait la queue, le derrière, tout le bazar. C'était vraiment tout le temps, tout le temps. Elle leur coupait pas les cheveux dans tous les sens, non? Si, oh là, si. Elle a fait des massacres. On est dans la première partie de cette émission. Quels enfants étaient ces graines de people? Quel enfant était votre fille? Est-ce qu'elle faisait un peu plus la princesse que les autres petites filles? Pas du tout, non. Elle ne faisait pas la princesse. Elle aimait son confort. Elle ne s'occupait pas de ses tenues vestimentaires. Du moment qu'elle était bien, elle avait chaud, elle était contente. À partir de quel âge elle a commencé à parader un peu plus que les autres? Le mot est mal choisi. Oui, parce que c'est pas le terme. Elle ne paradait pas. Miss, elle a été Miss autre chose avant d'être Miss France. Tout à fait, oui. Elle a été Miss Vendée. Miss Vendée, et encore avant? Donc, avant, les petits concours dans nos petits villages. Et puis on se prend au jeu parce qu'on gagne. Et qui? Alors, c'est Sylvie en bas et Stéphanie, sa sœur, en haut. Sa sœur aînée. Donc Sylvie Tellier, qui est donc Miss France en 2002. En 2002. On verra dans quel état ça vous a mis quand elle est devenue Miss France, parce que ça vous a mis dans un drôle d'état, et on comprend quand même. Un petit peu, oui. Beaucoup de mamans peuvent ressentir ce que vous avez ressenti. Et puis je vais demander aussi à Patricia, qui est quand même bien placée pour nous parler d'enfants stars. Vous avez senti très tôt que le petit Jordi avait plus d'énergie que les autres? Il aimait plus précoce attirer peut-être que les autres? Non, il aimait attirer l'attention. On avait un studio d'enregistrement à la maison. Il faisait comme tous les enfants de musiciens, je pense. Il descendait, il chantait. Voilà, je me suis jamais dit, mon fils est là, je vais en faire une star. Non, ça s'est fait vraiment, ça a vraiment été le hasard, cette histoire. C'est vraiment parti d'une... Ouais, mais je pense pas que tous les enfants à 4 ans sont capables de faire ce qu'a fait votre fils, quand même, qui s'est déplacé dans le monde entier, qui a joué le jeu, on va le voir sur tous les plateaux du monde, au Japon, en Turquie, à dire aligato aux Japonais, à mettre des gifles aux présentateurs, enfin, c'est quand même un petit caractère, quoi. Oui, il avait vraiment du caractère, il a toujours eu du caractère. Nos invités nous ont apporté des documents qui sont... tout à fait amusants, qui sont des documents d'enfance, mais quand on connaît ces personnages qui sont devenus des célébrités, évidemment, ça change le regard qu'on porte sur eux. Vous nous avez confié, Patricia, donc des vidéos familiales et puis aussi des premières télés de Jordi. Ça vous touche, j'imagine? Oui, ça me touche énormément. Dans les deux sens du terme, il y a eu des moments, des moments plus compliqués aussi. On va revoir ces images des victoires de la musique. Vous nous direz un peu tous les virages que vous avez vécus. En tant que maman, on vous a montré du doigt aussi. Ça n'a pas été rigolo. Toujours, mais enfin bon, j'imagine qu'au total, ça laisse des bons souvenirs. Regardez ces images. C'est dur être bébé. Je m'appelle Jordi et 4 ans et je suis petit. Dur être bébé. Dur être bébé. Souvenez-vous, c'était en 1993. Le petit Jordi devient à 4 ans le bébé star des Français, avec un tube inoubliable. Écoute ma chanson, elle est géniale. C'est
dans sa maison où ses parents possèdent un studio d'enregistrement que Jordi chante ses premiers mots, simplement pour s'amuser. Oh là là, bébé. Personne ne se doutait alors qu'il allait devenir un véritable phénomène. En quelques semaines, son tube est numéro 1 au top 50 et ce succès dépasse les frontières. Oui, danger. Les nanas, c'est pas un problème. Elles s'en foutent de moi. Elles s'en foutent. Kumbawa, Jordi. C'est Patricia, sa maman, qui s'occupe d'encadrer la carrière de Jordi et surtout de le protéger. Elle a l'impression de lui offrir la chance de vivre une aventure exceptionnelle. Allô, arigato. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Aux Victoires de la musique, en 1994, Jordi est sifflé par l'ensemble de la profession. Pour sa victoire de la meilleure vente d'albums à l'étranger, il est interviewé de chez lui et assiste impuissant à cette rébellion. J'ai peut-être pas... Soyez gentil, non, non. Écoutez, c'est assez facile. C'est assez facile pour vous que toute cette salle se révolte. Pensez qu'il y a quand même des téléspectateurs qui regardent ces Victoires de la musique ce soir. Choquée et peinée pour son fils, Patricia décide alors de stopper la carrière de Jordi. C'est dur être bébé. Oh là là, bébé. Merci à tous. Au revoir. Mouah. Ah, le public sait que maintenant le visage de Jordi s'est affiné. Oh, vous êtes touché quand même, hein. Ça remue. Jordi n'a pas souhaité participer à cette émission parce que je crois qu'il a pas trop, il a envie de faire sa carrière de grand maintenant. Jordi est en studio là aujourd'hui. Voilà. Donc, par Voilà. rapport à sa Et carrière puis, de petit. oui, je crois qu'il avait envie aussi il a envie de prendre beaucoup de recul par rapport à Quelle ça. relation vous avez avec lui aujourd'hui? Une relation fantastique. Je suis vraiment très heureuse parce que ce que je vois dans son regard aujourd'hui, c'est que du bonheur. Donc voilà. Non, ça c'est important pour vous, j'imagine. Mais c'est le plus important. C'est le plus important parce qu'on se dit quelque part, on a réussi à le sortir d'une situation qui au départ n'était pas très. J'étais devant ma télé, moi je me souviens très bien de ces Victoires de la musique, j'ai présenté 9 fois les Victoires, mais ce soir-là j'étais devant ma télé et c'était dur comme moment à vivre. Mais pour nous ça a été très dur. Ouais. Pour nous ça a été très dur. Parce que en plus, je ne voulais pas assister aux victoires, je ne voulais pas que Jordi y aille. Et je dis, écoutez, si vraiment vous voulez lui remettre cette victoire, venez entre à les la deux, maison, de la maison venez, comme ça. voilà. Et je ne pensais pas du tout qu'il y aurait ce type de réaction. Et c'est très déstabilisant parce que j'étais à côté de lui, je ne pouvais pas réagir parce que je ne voulais pas surtout blesser Jordi, je ne voulais pas qu'il se sente mal à l'aise. Donc je ne réagissais pas, j'essayais d'être sereine par rapport à lui, parce que c'était le plus important. Mais on entendait vraiment avec le décalage les sifflets de la salle. Qu'est-ce qu'il comprenait de ça, le petit à 4 lui, ans? rien du tout. Ah bah tant mieux. Lui, il s'est levé, il m'a dit « Maman, est-ce que je peux aller jouer ?» J'ai dit « Écoute, vas-y, il est parti dans sa chambre. » C'est fou de voir à quel point il était pro et à quel point il est resté enfant. Absolument, ah bah oui, complètement. Parce que Jordi a vraiment réalisé tout ce qui s'était passé après, à 14-15 ans, quand j'ai sorti les cartons et j'ai gardé toute la presse internationale, nationale, les vidéos. Et un jour, quand il m'a demandé que je lui explique vraiment ce qui s'était passé, j'ai tout ressorti, les articles. Et là, il avait quel âge? Il a eu 14 ans. Et là, il a eu vraiment un haut-le-cœur parce qu'il s'est dit « Mais c'est incroyable quand même, je ne me souvenais pas de ça. » Voilà, donc c'est vrai qu'il avait des bribes de souvenirs, il a gardé que le meilleur. En fait, je me suis rendu compte que j'étais restée une vraie éponge et qu'en fait, et vous? Moi, ça a été très long, très dur, très dur, parce que le regard des gens, on se sent coupable quelque part, jusqu'à ce que votre enfant vous dise en vous regardant, maman, je te reproche rien. Moi, je n'ai gardé que de bons souvenirs et aujourd'hui, il a envie de faire de la musique, donc c'est ce qui me prouve qu'il n'a pas eu de séquelles par rapport au côté négatif de cette histoire. Et à l'école, lui, comment était-il considéré par les autres enfants? Ça a été très dur. Ça a été très dur parce que les gamins venaient le voir à l'école en lui demandant s'il avait beaucoup d'argent sur son compte en banque, si les mamans envoyaient les enfants à la maison pour voir où on habitait, ce qu'on faisait. Donc il a vraiment fallu gérer au quotidien. Je me demande comment vous avez-vous résisté à tout ça, franchement. Hein. Je crois que c'est l'amour de mon fils qui m'a aidée énormément. Et votre couple, c'est à cause de tous ces incidents que votre couple a périclité? La médiatisation, l'argent fait perdre pied. Moi, je me rends compte, après avoir vécu tout ça, après avoir eu une maison aux États-Unis, après avoir eu... que ce qui m'importe, c'est vraiment l'équilibre de mon fils, sa vie.
Et voilà, et ma récompense, elle est aujourd'hui ce que je vis avec lui, et c'est important. Et je sais où sont mes vraies valeurs. Vous auriez aimé, Jacques, que votre fils perce à l'âge où il montait sur les tables, à 4-5 ans, comme ça? Non, trop tôt, quand On ne peut pas prévoir, hein, c'est quelque chose qu'on ne... Non, c'est trop tôt. C'était un jeu pour lui, ça lui plaisait, nous, ça nous faisait plaisir aussi, mais non. Et si ça avait été le cas, si un producteur l'avait encouragé? Parce que ça a été le cas à 13 ans. 13 ans, c'est jeune aussi. Producteur. C'est un gars qui est un compositeur qui est des salles de Paris et qui est allé voir une personne dans la région marseillaise. Ils avaient créé la légende des Santoniers, Santoniers de Provence, quoi. Et là, Patrick avait chanté une chanson, bien sûr, à l'Opéra de Marseille. Il y a eu du monde. Ça a bien marché. Il est content, hein? Il était content. Non, mais vous êtes content? Oui, au départ, mais pas à l'arrivée. Pourquoi? Parce qu'on a fait faire deux cassettes. On s'est pris des coups dans la tête. Pourquoi? Payer une cassette, on était volés, on était escroqués, quoi. Vous avez beaucoup investi Oui, investi énormément, c'est vrai. Ça l'est sorti, ça a marché pour lui, mais ça a été dur. Sincèrement, c'était très, très dur. Quand vous dites on s'en est sorti, c'est que ça a été limite, quoi, j'imagine. Oui. Ma femme les ménages, moi, un peu... 13 ans, c'était le bon âge pour commencer à lancer un jeune homme? Oh, oui, je pense que oui. Il y avait qu'un truc qui l'enquiquinait, c'était l'acné. Ah là là, il fallait passer la pommade. Et tout ce qui le gênait, le reste, il n'y a rien qui le gênait. Et je vous sens très sensible, évidemment, je vous connais un peu, Jean-Pierre. Quel regard vous portez sur cette maman qui est une maman sympa? Bah oui, comme toutes les mamans. Ouais. Je dirais. Mais moi, il était impensable que Benjamin, à 4 ans, fasse du spectacle avec la famille qu'il avait. À 10 ans, à 12 ans, à 14 ans? C'était impensable. Et pourquoi, avec la famille qu'il avait, c'était impensable? Parce que Simone Signoret, montant, avait une conception de ce métier. D'abord, il le connaissait parfaitement bien, dans ce qu'il a de magnifique et d'extraordinaire. Ils sont montés au sommet, tous les deux. Et en même temps, ils connaissaient, parce qu'ils étaient entourés de plein d'artistes, des artistes qui avaient eu moins de chance qu'eux, qu'ils ont gardés comme amis jusqu'à la fin de leur jour, d'ailleurs, qu'il y avait tout l'autre côté de ce métier, où, comme on disait... On rame. On rame. Il y a énormément de pression, vous la connaissez, vous êtes comme mon fils, un peu. C'est un peu votre fils. Je vous ai vu débuter dans des jeux où ma propre femme travaille. Donc, des jeux, c'est-à-dire? Vous faisiez la voix off à l'époque. C'était très longtemps. C'était quoi? Rappelez-vous. Non, mais allez-y, dites-moi. J'ai oublié maintenant. Moi aussi, j'ai oublié. Des jeux où je faisais la voix off? Oui, des voix off. Vous gériez le plateau, mais vous étiez tout jeune, je vous ai vu arriver. Vous travailliez avec... J'étais à l'époque avec Marie-France. Des émissions pour enfants. Pour enfants. En route pour l'aventure. En route pour l'aventure, voilà. J'étais le nègre, si j'ose dire, ou la personne de couleur de Michel Robe. C'était déjà le début. Michel Robe. J'écrivais ces textes, je tenais ces panneaux. Voilà. Allez, en route pour l'aventure. Et Michel Robe est un très vieil ami à moi. Salut les aventuriers. Voilà. Ouais. Je vous ai vu arriver là. Ouais, j'avais 20 ans. Vous étiez tout jeune. Belle carrière aussi. Bah écoutez, on est au milieu. Que fait votre père? Mon père est prof, ma mère est prof aussi. Ouais. Ah, c'est pas mal. Oui, mais après, c'est des familles, c'est compliqué quand quelqu'un devient... Non, mais moi, je préférerais expliquer un peu pour vous dire, parce que j'ai un fils de 17 ans et une fille de 11 ans, donc j'ai vécu, à contrario, quelque chose que j'avais vécu normalement avec mon ex-femme Catherine, qui était elle, qui avait les vrais problèmes, parce qu'elle, c'était une vraie fille de star. Donc elle, deux immenses stars. Et elle était écrasée par ça. Je connais les dégâts collatéraux que ça fait quand même. Elle avait quand même l'idée... Catherine Allégret, bien sûr. Catherine avait toujours l'impression que sa mère était toujours mieux qu'elle. Pourtant, sa mère était une intello et un esprit extrêmement puissant, etc. Comment sa mère... Quoi, Simone Signoret? Oui, mais c'est encore pire, parce que sa mère, avoir une femme très belle, et en plus très intelligente... Puissante intellectuellement. Puissante, et quand elle arrivait, elle silence, ça arrange pas les choses. Engagée politiquement. Ça n'arrange pas les choses, c'est encore plus compliqué. Parce que... c'est une pression de toutes les secondes. J'ai l'impression que vous êtes fan de Signoret-Montand. Je suis fan de Signoret parce que pour tous les acteurs, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et j'ai l'impression que vous êtes fan de Benjamin aussi. Je trouve mon fils assez doué. Non, mais quand je le vois présenter, je viens de participer à une émission avec lui, là, d'une chaîne concurrente. Il n'y a pas de problème. J'ai passé une journée de boulot avec lui, on a fait 5 ou 6 émissions. On a commencé ensemble, on a fini la soirée ensemble. Ben, je l'ai regardé avec admiration, parce que vous faites un boulot, mais moi, parce que je suis du bâtiment, je sais que c'est très, très dur. Je suis du bâtiment. Et quand il dit mon père, c'est Shrek, vous le prenez comment? Mais il m'aime comme ça, parce qu'il sait que demain matin, si j'ai envie de maigrir, je perdrai 20 kilos et je vais... Ouais, c'est des acteurs, ça. C'est des acteurs. Bon, un jour, on grossit pour jouer un film qu'on fait pas, et puis après, perdre... Mais il a... Quand on se regarde, on se comprend très bien. Et moi, elle parlait du remerciement. Benjamin, finalement, quand si vous dites Madame Fayet, excusez-moi.
Elle me fait des reproches. J'ai coiffé Madame Signoret. Vous avez coiffé Mme Signoret, Oui, d'accord. elle est passée chez nous. Et elle me demandait quand est-ce que je commence mon régime. En fait, c'est ça. Bing, hein, Non, mais j'ai pas osé le dire tout fort. J'ai voulu changer, mais bon. Oui, attention, parce que regardez, je vais vous dire un truc, excusez-moi madame, si vous permettez, je vais vous le remettre verticalement, mais tout passe par le micro, madame. C'est pas vrai. Oui. Et donc, pour finir, d'un regard entre Benjamin et moi, il y a une compréhension et un respect mutuel. Moi, je suis très fier de lui parce que je sais que de là où il vient, être capable d'exister malgré tout et de se faire un prénom, eh ben, c'est pas facile. À quel âge avez fait votre première télé, Sophie? J'avais 18 ans et demi. Waouh. Elle se prédestinait à quel genre de carrière, votre fille? Ah, surtout pas au showbiz, non. Non. Non, pas du tout. Elle n'en parlait jamais. Elle a voulu être vétérinaire, je vous ai dit tout à l'heure. Mais elle a 18 ans et demi, vous aviez votre bac? Non, mais oui. l'avoir. Et après, elle voulait être... Elle n'a pas poursuivi ses études à cause de M. Colaro, bien sûr. D'accord, mais quelles études elle voulait poursuivre? Elle voulait être avocate. Ah oui. On avait des... Voilà, je suis avec une Alexandra Lorska, qui est devenue Madame Afflelou, par la suite. Parce qu'elles ont toutes été bien mariées. Il y en a une qui a épousé Belmondo également. Elle était... Moi, je suis restée sur la touche, mais... mais là, c'est dans les loges. C'est vraiment une des toutes premières photos des Coco Girls. Avant d'être Coco Girl, elle avait été comédienne. Comédienne, ça vous rappelle quels souvenirs, ça, madame Favier Dolores? Ce sont des souvenirs positifs? Ce sont des souvenirs négatifs? Coco Girl. Mais à l'époque, on ne sait même pas comment c'est arrivé. Elle était tellement loin de tout ça. Quand j'ai commencé ce métier, il faut savoir que je l'ai commencé sur une plage à Saint-Tropez. C'était tout à fait le hasard. Ma maman fréquentait un très gentil monsieur qui était d'origine italienne. Maman est espagnole, donc nous sommes méditerranéens, donc très enjoués. On aime l'huile d'olive, les grandes tables, la musique, rire, crier, chanter, pleurer. On s'exprime beaucoup chez nous. Et donc, mon beau-père vendait à l'époque de très, très jolis bateaux. Vous savez, ces bateaux, on peut nous donner la marque? La marque, non, mais en bois, j'imagine. En bois, magnifique. Mythique, un peu, d'accord. Mythique à Venise. Ouais. Et donc, nous sommes partis de Cannes pour livrer un riche propriétaire à Saint-Tropez. Et nous avons rencontré l'équipe de Stéphane Collaro, qui m'ont évidemment accosté très gentiment, me demandant si j'étais mannequin, ou si j'étais chanteuse, ou si j'étais... Et je n'étais rien de tout ça. J'étais une jeune étudiante et je voulais m'inscrire à la fac. Voilà. Elle ne les avait pas. Et puis, je suis venue pour m'inscrire à la fac et puis je me suis jamais inscrite puisque j'ai démarré en septembre 81 en même temps que la nomination de François Mitterrand. 2-3 mois après, oui. Et oui, 2-3 mois après. Et puis voilà, on a connu le succès que tout le monde... Voilà, ça a bercé une génération. La télévision. On était majeur à 18 ans à l'époque. Elle vous a demandé votre avis quand même, votre fille, avant d'être Coco Girl? J'ai l'impression que très vite, vous savez, votre Coco maman, Girl, elle a beau être méditerranéenne, etc., on sent quand même une femme d'autorité. Mais je ne le suis pas du tout. Mais Coco Girl, c'était une bonne nouvelle pour vous? Non, parce que je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai vu aux 3/4, comme ça. Là, j'ai commencé à paniquer un peu. Parce que mon fils n'était pas d'accord et autour de moi non plus. Et bon, c'était trop tard. Après, elle a eu ses 18 ans, puis après, on ne pouvait plus rien dire. En réalité, on ne s'est pas rendu compte de l'ampleur. Si vous voulez, je me suis retrouvée en petite soubrette avec 3 autres jeunes filles. Sur en tenue légère, mais dans une émission rigolote quand même. Absolument. Ouais, comédie. Et voilà, ça, c'était pas trop méchant. Après, j'ai rencontré Christophe de Chavannes en faisant un petit crochet au début de Canal. Et voilà, et tout s'est enchaîné. La maxi-tête, voilà. Et voilà, et après, les années de Chavannes, si elles m'ont dit coucou, c'est nous. Super. Mais au tout début, non, parce que quand vous passez vite sur la première période, ça a été un peu compliqué? Non, ce qui a été compliqué, c'est de ne plus se voir tout d'un coup. C'est dire, je quitte Lyon pour prendre un appartement à Paris, me retrouver seule avec tous ces méchants loups, ces garçons qui veulent vous fréquenter, on ne sait pas pourquoi. Donc, tout ça, c'est des petites choses qu'il faut gérer. Et donc, j'étais très sollicitée, évidemment, mais pas souvent à la maison. Donc, vous savez, on dit beaucoup de choses, mais la vraie Sophie, elle est... Elle est comment? Non, mais je crois qu'on est profondément sensibles, nous tous. Vous croyez que je peux en parler? Ah, bien sûr, madame. La vraie Sophie, c'est quelqu'un de très droit, de très honnête et très fidèle. Ah non, je demande de ne pas dévoiler des choses aussi atroces. Et pourtant. Non, mais c'est vrai que la notoriété fait dire... C'est la vérité. C'est vrai, on suppose qu'on est de telle manière elle aime et on est... tellement les gens, elle est tellement dévouée, elle fait tellement de choses dans sa vie. Je dis la vérité. On la connaît à travers certaines personnes qui ont eu l'indélicatesse de nous casser la vie, c'est tout.
Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu des photos qui ont été publiées qui vous ont pas plu? C'est Bah ça dont oui, vous parlez? j'envoie Photos, vous des étiez en tenue légère ou J'envoie toute des nue? horribles. Oui. Non, puis on en profite, ils gagnent C'est de une erreur l'argent de là-dessus. jeunesse, j'ai alors pas que- gagné beaucoup d'argent. Alors que Sophie, là-dessus, elle... À quel âge vous avez fait ces photos? Oh là là, ça j'étais toute maintenant. jeune, j'avais 18 ans. Et en fait, c'était juste Elle les avait avant... pas parce que et j'aurais dû faire un procès. On a des photos, évidemment, dans je plaisante. Vous voulez voir? Plaisanter ou quoi? Ouais, Non, c'était plaisanterie juste de avant vrai, ma je taquine. Vous savez qu'on l'a déjà fait, ça. Ah bon? Quelqu'un nous Pas de a piège fait une ici. saleté comme ça. On s'est levé, ma fille s'est levée, elle a quitté le plateau. Oh là 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 là, des menaces. Et Attention ça- pas avec vos lunettes, hein. Non, c'est Bing, pas un coup des de lunettes sur menaces. la J'aurais tête. dû le Non. faire parce que quand Ah on lui bon a fait ses photos, elle n'avait pas 18 ans. Et j'aurais pu faire quelque chose. Et j'ignorais ce qu'il fallait faire. Oui, mais Avant c'est pas 18 grave, ans, vous avez ça fait. Mais c'est forge quoi? le Ce sont des caractère. CT, je sais pas, j'ai pas jamais vu ces photos. Ça Ces fait photos rien, érotiques? ne cherchez pas à les voir, c'est pas grave. Je peux imaginer aussi. Non, mais ce sont des photos érotiques. J'ai fait Ce des sont des photos photos de nues. charme, Ce sont des toutes photos nues. nues, de On charme, nous a vous fait les appelez beaucoup de comme vous mal. voulez. Il y a des gens qui vont trouver ça terrible, il y a des gens qui vont trouver ça... Et puis il y a d'autres qui s'en fichent, et puis voilà. C'est bien d'en parler librement. Ça me dégage un peu. Ah bah oui, il faut vous dégager les bronches. Souvent, mes invités disent qu'après l'émission, ils sont un peu Mais tu libérés. n'as pas été attaqué. C'est drôle parce que vous êtes très fin, très intelligent. Vous avez amené ça comme ça et vous m'avez fait parler. C'est très bien. C'est bien? C'est très bien. J'en avais envie. Et je vous ai pas trahi. Vous ne m'avez pas trahi. Je me suis trahie toute seule. Non, mais j'en ai pas de photos. Ça nous amène à la deuxième partie de cette émission. Comment réagissent les parents quand leurs enfants deviennent célèbres? On va le voir avec ce reportage qui illustre ce deuxième volet et qu'on a fabriqué avec des images que vous nous avez pour bonne partie données, Madame Tellier, je vous en remercie. C'était donc des images avec vous, Annick, avec votre fille, avec quelques-unes de vos autres filles, et puis la grande soirée, la soirée où tout a basculé. Cadette d'une famille de 3 filles, Sylvie a grandi au Sable d'Olonne et a vécu une enfance heureuse. À 16 ans, elle s'inscrit au premier concours de Miss Plage. 2 ans après, elle devient Miss Vendée, puis Miss Lyon. À 23 ans, encouragée par sa maman, Sylvie abandonne ses études de droit. Elle veut concourir pour Miss France 2002. Notre huissier de justice. Sylvie se retrouve parmi les 5 finalistes. La tension monte. 4e dauphine, la 3e dauphine de Miss France 2002, la 2e dauphine président. Miss France 2002 et Miss Lyon. Lyon, Miss France 2002 et Miss Lyon. C'est parti. Sylvie est sous les projecteurs et doit appréhender cette célébrité soudaine. Dès le lendemain du concours, elle fait la couverture de dizaines de magazines. La victoire de Sylvie est aussi celle d'Annick, sa maman, très émue de voir sa fille sur le devant de la scène. Ça doit faire tout drôle quand même, hein? Ça doit faire tout drôle parce que, contrairement à nos autres invités qui ont quand même eu des carrières, même pour Jordi, où il y a eu quand même quelques semaines, quelques mois et parfois, pour la plupart, quelques années quand même, hein, avant de se construire une notoriété, Miss France, c'est... Il n'y a pas de préparation. Non. Il n'y a pas de préparation, Ah non. ça nous tombe dessus. Bien sûr, elle faisait des petits concours, mais rien à on voir, peut parce que pas toutes les croire. autres qui sont au concours des Miss et qui ne sont pas Miss France, le lendemain... Exactement, il y a 46 jeunes filles qui méritent d'être Miss France. Et tout d'un coup, c'est la vôtre qui est élue, donc on tombe vraiment de très haut, si bien que lorsqu'ils ont proclamé le résultat, nous étions scotchés sur notre siège à se demander si c'était possible que c'était la nôtre qui Vous avez la était tête élue. de votre fille, peut-être qu'on va pouvoir la revoir au ralenti là. Elle n'y croit pas. Alors ses yeux, On vous voit tout ce savez- qui peut se passer dans sa tête à ce moment-là, parce qu'on se dit, on sait bien que Miss France, ça change une vie. Voilà. Et regardez son regard, elle nous cherche dans la salle et c'est le regard, il est pour moi. Je crois qu'elle allait tomber. Il y a une Miss France qui est tombée une fois. Oui, mais non, je c'est ne sais pas plus si ça, c'était là. votre fille ou pas, mais après avoir cette émission, quand j'ai revu cette image, je me suis dit, Oui, c'est c'est peut-être vrai, Sylvie. il y en a une qui est Regardez, tombée. regardez, Tandis que là, regardez. Ça va Sylvie, reste avec nous, Sylvie, reste avec nous. Reste avec nous. Elle est à Tahiti, la pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Là, elle vous voit, vous la regardez, vous croisez son regard? Oui, 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 oui. Quand votre fille a été élue, c'était quoi? Au mois de décembre dernier, en fait? Oui, le Miss 9, France? à Poitiers, oui. Ouais. À votre sourire, on voit que vous êtes fière. Hein. Ben, très. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la seconde même? Ah ben, la seconde même, on se demande si c'est un rêve ou la réalité, parce que il y avait quand même de très jolies jeunes filles. Ouais, Rachel, Miss France 2006, on va avoir une
Une Non, photo là, de- c'est quand elle était Miss N. Ouais, bah ça va, elle n'était pas vilaine non plus. Hein. Voilà. Quel rôle vous avez joué dans la préparation de votre fille avant son élection? Je faisais la petite cousette, je faisais les robes et je l'encourageais. Là, vous retrouviez votre petite fille comme quand elle Voilà, était toute je petite, jouais la quoi. poupée avec ma grande fille. Sympa, ça. Ah oui, c'est sympa. Ouais. Et une fois élue, est-ce que vous avez pu célébrer la victoire avec elle ou est-ce qu'on vous a pris votre fille? On m'a pris ma fille. On m'a carrément pris ma fille. J'ai vu Sylvie partir avec les photographes, les journalistes, avec un air de dire « Maman, sors-moi de là, qu'est-ce qui m'arrive ?» Quand est-ce que Et- vous avez réalisé que tout allait changer? À ce moment-là, déjà, vous vous dites « Ça y est, elle est prise, c'est plus ma fille, on me l'accapare. » Et puis il y a eu les unes des magazines, on les a vues. Voilà. Donc- Beaucoup de unes, hein. Hein, ça fait beaucoup de médiatisation quand même. Oui, la oui, oui, couverture, c'est hein. ça, c'est impressionnant. Même si on le sait, on est quand même surpris, j'ai l'impression. Même si on le Oui, sait. parce qu'ils arrivent, le lendemain, vous avez déjà les journalistes, les photographes, et on voudrait voir la chambre de Miss France, et qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle boit, qu'est-ce qu'elle fait. C'est tout ça. Jacques, est-ce que vous avez ce sentiment d'avoir été embarqué dans un certain tourbillon médiatique quand votre fils a percé, c'est-à-dire au moment de Notre-Dame de Paris, en fait? Oui, un petit peu quand même, oui. Oui. On était coincés. Moi, je ne me sentais pas bien. Pourquoi? Je sais pas. J'étais jamais devant, quoi qu'il se passe. Jamais devant? Non, non, je me mettais toujours un peu en retrait. Ma femme, elle s'avançait beaucoup plus, elle s'en foutait, mais moi, je me mettais toujours en retrait. Et On c'est ne me vrai, voit jamais dans des plans... Je peux me permettre de dire quelque chose? C'est vrai parce que nous partageons le même village à Cargèse. Ah bon? Oui, où j'ai été en Corse, où j'ai été pendant 17-18 ans. Et j'étais étonné de jamais l'avoir vu à des dîners. On a vu son fils, mais jamais le père. Et il était au Perrault et nous au village. Il connaissait la maison et tout. Oui, bien sûr. On se croisait comme ça, mais j'avais jamais réalisé que c'était le papa du petit chanteur. Du petit chanteur, Patrick Non, non, Fiori. j'étais un grand discret là-dessus. C'est vrai, il était très, très C'est discret. bizarre, parce qu'à l'âge de Même 13 dans un ans... village vous- corse, dans son pays, quoi. À l'âge de 13 ans, vous poussiez votre fils, vous l'encouragiez, vous Oui, avez oui. financé des cassettes, et puis quand il est devenu vraiment une très grande Bon, il y vedette... a eu un trou, bien sûr. Donc, il y a eu l'Eurovision, parce qu'il se rappelle... Il a fait l'Eurovision à quel âge? Alors, 22... Avec Mama Corsica. 93, Mama Corsica. 79, 93, ça avait 24 ans, ça, non? 24 ans, je crois qu'il avait. Oui. Quatrième, mais il a été repéré à ce moment-là. Ce que je comprends pas, Jacques, c'est pourquoi vous poussiez votre fils quand il avait 13 ans, et pourquoi vous êtes mis en retrait, à quel âge il a fait le Notre-Dame de Paris? Il avait 28, 29 ans déjà. 29 ans, ça fait. Il était grand, peut-être. T'es grand, mais Il était grand, ce petit. Mais il chantait à Cargèse, il chantait déjà très très bien, jeune. Moi, je l'ai Oui. entendu chanter. Oui, il faisait des petits concerts, Il faisait des quoi. trucs entre Corses, tu vois, entre... Des polyphonies? Voilà. Oui, c'est un peu dur. Pas son- Non, c'était pas la polyphonie elle-même, mais il a... Non, mais c'est une voix, hein, Patrick. hein. Ah oui, la voix, oui. Quelques images pour Il a regarder ça un peu une plus grosse sa carrière. caisse, oui. Passionné par le chant depuis qu'il est enfant, Patrick a commencé à se produire devant un public quand il était adolescent. Amis, famille, voisins, tous étaient fidèles au poste et assistaient à chacun de ses concerts à Marseille. De concours en concours, Patrick gravit les échelons. En 1999, c'est la consécration. Dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Patrick chante aux côtés de Garou, Julie Zenati et Hélène Ségara. Il entre dans la cour des grands. Depuis, Patrick a sorti 3 albums. Il est en tournée dans toute la France. Sa mère est toujours aux premières loges. Je ne suis pas devant, moi, toujours au fond derrière. Ouais. Quand ma femme, on la remarque. Votre femme, ouais. Oui, vous avez remarqué qu'on l'a remarqué. Ouais. Pourquoi vous êtes en retrait? C'est bien que vous puissiez venir en parler aujourd'hui. Merci de nous avoir d'ailleurs confié ces images, hein, Oui, qui ont valeur de document maintenant. Oui, oui. Puis vous avez ma femme. Vous avez... C'était un prime time, ça. Hein. Ah oui, vous avez un gros truc avec elle. Non, mais c'était... Moi, ça m'a fait énormément plaisir, ma femme aussi, bien sûr. Mais disons que non, je n'ai pas ça. Je suis volubile, je parle beaucoup, mais j'avance guère. Je reste toujours un peu à l'écart, si l'on peut dire. C'est ma façon de voir. Je suis aussi heureux que le reste, que les autres. Hein. Mais pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vous mettre en avant ou parce que vous voulez protéger votre Je laisse fils? à la place. Non, je laisse à la place. Je vois pas ce que je foutrais là au milieu, moi. Notre-Dame de Paris, ça a été un succès colossal. Vous avez eu peur pour votre fils? Non. Ah, je me suis régalé. Je l'ai vu 3 fois à Marseille, 3 fois à Paris et 3 fois à Montréal. Ça veut dire que ça a suivi. Hein.
Ouais, vous avez fait... Chaque fois, j'étais là, j'applaudissais. Vous avez suivi, vous avez fait le voyage Oui, ça aussi, bien sûr, oui. Ouais. Non, mais c'était... Et puis ça a permis à quelques chanteurs, comme Hélène, bien sûr, comme Garou, comme Patrick, de sortir. Bien sûr. Ça a été fabuleux pour eux, ça. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre fils, vous êtes une famille très, très soudée, visiblement, que votre fils vous échappait un peu? Vous nous avez dit en préparant cette émission, ouais, ce qui a changé, c'est qu'on le voit moins qu'avant, évidemment. On le voit moins parce qu'il y a des obligations, non, mais il vient souvent, je veux dire. Il téléphone avant de venir en Corse, il téléphone à sa mère, maman. Il arrive, alors soit il y a les feuilles de vigne arméniennes, soit il y a les pâtés, ainsi de suite, il y a toujours quelque chose qui est prêt. Alors après, il repart, il a la ceinture. Patricia, vous êtes à la fois maman, évidemment, de Jordi, mais vous étiez sa productrice aussi. J'étais là. Vous étiez là, quoi. Il avait 4 ans, productrice. Non, j'étais en fait avec lui, je le protégeais, vraiment. Ouais, tout en encourageant. Ah oui, absolument, bah oui, évidemment. Parce que j'avais pris la décision. Vous savez, dans la vie, c'est ça qui est important. C'est de prendre une décision. Et quand on la prend, on ne sait pas où elle nous mène. Et quand on a pris la décision de faire cette histoire, enfin de partir avec Jordi dans cette histoire, on ne savait pas où elle nous mènerait. Vous aviez peur qu'il vous reproche quelque chose plus tard? Vous avez pensé à cette éventualité? Évidemment, quand il y a eu la surmédiatisation, quand on a vécu tout ce qu'on a vécu, j'ai eu peur. Je vous parlais de dégâts collatéraux tout à l'heure. J'ai vraiment eu peur de ça, oui. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour rééquilibrer cet enfant? Parce que je pensais qu'il avait des séquelles, oui, effectivement. Et vous savez, une fois, Jordi m'a dit, à 8 ans, c'est là que je me suis posé la question, d'ailleurs, parce que après les Victoires de la musique, on a complètement arrêté. Mais sans savoir si vraiment ça lui faisait quelque chose. Et un jour, il est venu dans ma chambre avec un nounours et il m'a dit, maman, ça me manque, les gens m'applaudissent plus. Pourquoi je chante plus? Wow. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Voilà, vous avez posé la question, mon équipe vous a posé la question avant de préparer cette émission, si c'était à refaire. Ah, et vous avez dit oui, non, oui, il y a les bons côtés, il y a les côtés qui ont été trop durs. Oui. Mais oui, je le referai parce que quand je vois le jeune homme qu'il est devenu, oui, je le referai. Ouais. Mais c'est vrai que... C'était pas sûr, hein, au moment où... Voilà. Avant qu'il ne le devienne. Voilà. Quelle bonne chance pour sa nouvelle carrière. Il y a un jour où tout bascule. Notre-Dame de Paris pour Patrick Fiori. Évidemment, le Loft pour Benjamin. On en reparle juste après ce petit message qui vous concerne peut-être. Si vous avez envie de venir participer à notre émission et que vous êtes concerné par cet appel à témoins, n'hésitez pas. Ce sera un plaisir de vous recevoir. Vous poussez votre enfant pour qu'il devienne le meilleur dans sa catégorie. Sportif, chanteur, mannequin, comédien ou musicien. Votre enfant est devenu célèbre du jour au lendemain. Vous êtes encore enfant ou adolescent et vous rêvez de devenir célèbre. Après une période de célébrité durant votre enfance, vous avez mal vécu le retour à l'anonymat. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Peut-on s'entendre avec sa belle-mère? C'est la question que posera prochainement toute une histoire à ses invités. Entre Corinne et Lucie, c'est l'entente cordiale aujourd'hui, mais il y a quelque temps encore, c'était la guerre. Je m'incrustais trop chez eux sans le vouloir. Et je l'ai peut-être repoussé un peu trop brutalement. Les mots, les gros mots, les insultes, tout est parti en vrille. J'ai peut-être été maladroite aussi à certains moments. La réconciliation, elle a eu lieu que grâce à la naissance de nos enfants. Sinon, je ne sais pas s'il y en aurait eu. Evelyne, c'est la belle-maman par excellence. Mère de 8 garçons, elle a aujourd'hui 5 belles-filles. Moi, j'étais tellement contente d'accueillir une fille à la maison. J'allais pouvoir papoter de chiffons, de machins, de trucs de bonne femme, quoi. Elle est généreuse, elle est dynamique et exubérante. Vous savez, hein, les filles, vous avez du pot, en fait, hein, parce qu'il y a des belles-mères qui sont vachement plus chiantes, hein. Nous recevons des parents aujourd'hui, des parents évidemment, des parents comme les autres, mais aussi des parents pas comme les autres, puisque leur point commun, c'est que leur enfant est célèbre. Et dans cette deuxième partie de notre émission, on se demande comment on réagit lorsque son enfant est propulsé sur le devant de la scène. On en parle notamment avec Jean-Pierre. Donc on a parlé de ses débuts chez Michel Drucker. Ce sont des bons débuts, des débuts comme second couteau, comme chroniqueur, comme on dit. Chroniqueur de cinéma, qui permet d'apprendre un peu son métier. Pendant 6-7 ans quand même. C'est bien, dans une émission quotidienne en plus. Donc, oui, il travaillait tous les jours, il était avec une équipe bien faite. Oui, il était vraiment très... Il a changé. C'est marrant, j'avais la même coupe quand j'ai commencé. C'est drôle, hein, je sais pas ce qu'on a tous à côté, ricochet comme ça. Et là, il est vraiment tout jeune. Là, il a vraiment appris avec Michel, beaucoup.
c'est vrai. Et puis Il y a eu le choix du loft, alors, oui, rien que le choix du loft. Le choix de faire le loft, c'était une expérience incroyable. Ça lui appartient. En aucun cas, je me mêle de sa carrière, ni de ses choix. Il vous en a parlé? Non. Il m'a annoncé qu'il avait signé le loft. Vous aviez peur pour lui? Tout le monde en parlait, ça chauffait, ça montait. Non, mais attends, là, vous parlez quand il a signé le loft, personne n'en parlait. Tout le monde l'avait refusé. Je ne veux pas faire la liste de ceux qui l'ont refusé. Je crois que tout le monde l'a refusé. Et lui, il était finalement... il n'avait rien à perdre. Et il a signé le loft sans même imaginer une tout le monde, seconde. moi, on ne me l'a pas proposé. Hein. Vous êtes mais je pense que vous étiez déjà très établi dans cette chaîne. On se bat tous les jours. On se bat tous les jours, mais je pense que lui il était dans une course différente de la vôtre. Il n'était pas aussi installé que vous l'êtes. D'accord. Donc il a pris ce risque. Il a pris ce risque. Dans la vie, il faut savoir en prendre. Non, mais attendez, sans même imaginer. Sans mesurer l'impact qu'a eu cette émission. Une seconde, ce qui s'est passé. Il n'y a jamais 14 millions de personnes qui sont passées comme ça. Jamais, ça n'existe pas. Et lui, donc là, il est pris dans ce que vous appelez la tempête, quoi. Alors là, ça s'est mesuré dès la première? Oui. Quasiment. Il y a eu 15 jours terribles, puisque tout le monde a craché dessus. Et puis après, il y a eu le retournement de veste quand c'est devenu une histoire nationale. Ça, c'est très drôle, par contre. Ça, c'est bon. Ça, c'est drôle. Ça, c'est bon. Quand tout d'un coup, tous les gens qui ont craché dessus sont obligés de faire oui, mais ça marche. Puis, et c'est un truc social, vous comprenez, c'est un truc de société, vous comprenez. Voilà. Et puis un jour, on vous demande, dites-moi, Jean-Pierre, est-ce que vous pourriez demander à votre fils si on pourrait avoir un backstage pour voir comment ça se passe? Là, je me marre, là. Qu'est-ce que vous dites? Je me marre, je fais, je leur donne le backstage. Bien sûr. Magnanime, oui. Bien sûr. Alors, tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Elle est minable. Ouais. Non, mais on a quand même parlé jusqu'à la Chambre des députés, la une du Monde. Ça a été monstrueux. Et là, par moments, je me disais, putain, il faut des nerfs. Là, il faut des nerfs. C'est pour ça que parce qu'il a continué C'est 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas combien de temps, cette période où ça a été vraiment difficile, où votre fils a été secoué dans tous les sens, il a fallu que vous le gériez, vous, en tant que père. Je ne gère jamais rien. Je ne gère pas. Non, mais que vous le gériez, parce qu'on vous en parlait. Donc, Non, on en parle, mais... Non, mais on vous en parlait, les gens vous en parlaient aussi, tout le monde sait que vous étiez son père. Ah non, mais c'est là, ma stature me permet que je traverse la rue, si j'ai pas envie qu'on m'emmerde, il m'emmerde pas. D'accord. Et à ce moment-là, je devais faire sentir... Comment vous faites? Vous êtes quel père? Vous le suivez de loin? Vous attendez, si le téléphone sonne, vous répondez? Ou vous l'appelez spontanément? Je l'appelle quand, pour dire comment ça va, si je ne l'entends pas pendant quelques jours. Et je pense que on s'appelle naturel. On est vraiment père et fils. Mais je ne donne pas de conseils à mon fils, pas plus que j'ai... Vous lisez la presse sur lui? Évidemment. Ouais. Ceux qui disent le contraire, c'est des faux culs. Tout? Ah bon? D'abord, comme je sais la vérité, je voulais voir ce qu'il raconte. Ah oui. Après, je vois le nom du journaliste pour savoir où il a ses infos. Comme ça, quand je le rencontre à Coltel, je me dis, non, ça y est, là, quand même. C'est marrant, non? Même les photos où on vole sa vie privée, etc., Oui, enfin, moi, je sais quand elles sont volées, quand elles sont faites. Je sais que c'est volé et pas volé. Il y a des photos, si on va à cet endroit, on va être forcément photographié. Ah, d'accord, oui. D'accord, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, si j'ai pas envie de me montrer, si vous allez à Saint-Tropez à la voile rouge, pour en parler que d'une, forcément... Et alors là, vous en parlez à votre fils quand vous estimez qu'il s'est trop exposé, par exemple? Ah non, ça c'est pas moi, ça c'est son problème, ça. Ouais. Non, je n'ai pas un père... non, moi je l'ai élevé jusqu'à 18 ans, la majorité, c'est ça. Après, vogue la guerre... Oui, non, mais comme vous êtes du bâtiment, comme vous avez dit au début de cette émission, c'est drôle comme expression. Quand votre fils il part sur... ce métier, c'est comme la voile, hein, vous faites le tour du monde à la voile, la mer, elle n'est jamais pareille, on ne sait pas quelle tempête on va avoir, on ne sait pas... Sauf que, bon, on dit, voilà, tu sais, les vieux marins, ils disent qu'il faut emmener ça, il ne faut pas emmener ça. Mais tu de temps en temps, vous dites ça. Voilà, de temps en temps. Votre fils, Mado, il n'a pas très bien vécu toujours ses relations avec la presse, c'est le moins qu'on puisse dire, hein? Patrick Devers. Un jour, il m'a dit, ils auront ma peau. Ils finiront par avoir ma peau. Quand il a eu cette altercation avec un journaliste, parce qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il se mariait, il avait défendu, il avait un copain journaliste, il a dit surtout n'en parle pas, un comédien ne doit pas connaître sa vie. Donc il s'est confié à quelqu'un qui était son copain, un traître, c'est toujours un ami. Ça ne veut pas dire que tous les amis sont des traîtres, hein. Mais un traître, c'est toujours un ami. Le journal du dimanche, première page, Patrick se marie et là, une photo qui avait été prise. C'est pas un bourre pif, c'est un bourre œil. Regardez ces images. Alors, fou de rage, il est allé l'engueuler. Et il a prétendu, le mec, qui s'était allé à 4 pour lui casser la gueule, le journaliste, qui était complètement fou. Bon, à mon avis, il était tout seul. Hein. Il était tout seul, Et les journalistes se sont mis contre Patrick. On annonçait ses films, on ne donnait pas son nom. Enfin,
Et je me rappelle, un jour, il essayait d'allumer. Vous allez un peu le vite, feu. Mado. Je me permets de vous couper la parole pour qu'on regarde ce petit reportage Oui. qui nous permettra de faire un petit point complet Oui. sur cet événement qui a été important. C'est arrivé, il avait quel âge, Patrick? Quand il est parti? Non, quand il a eu 35 ans, quand il est parti. 35 ans. Et quand il a eu cet incident dans sa vie, c'est-à-dire que son mariage a été cette altercation ensuite. Oh, ça devait être 3 ans avant sa mort. J'ai l'impression que c'est un Vers moment 32 ans. charnière. Comment? C'est un moment charnière dans sa vie. Un moment charnière. C'est au moment après, c'était après Série Noire. Le 16 juillet 1982, Patrick Devers, 35 ans, un des plus grands acteurs de sa génération, se suicide sans un mot d'explication. Il était le 3e fils de Mado Morin, elle-même actrice. Il avait débuté sa carrière à 4 ans et semblait déjà très prometteur. En 1969, Patrick Devers arrive au Café de la Gare et joue devant des salles bondées. Mais c'est dans Les Valseuses, aux côtés de Miou Miou et Gérard Depardieu, qu'il devient connu du grand public. Il enchaîne les films, dont plusieurs rôles sombres. On découvre un acteur brillant, mais mal dans sa peau. C'est-à-dire que j'ai l'impression de vivre que quand je fais des personnages, parce que quand je ne fais pas des personnages, j'ai l'impression de ne pas savoir vraiment qui je suis. Merdant, hein. Patrick Devers n'était pas un acteur comme les autres. Il avait un rapport difficile avec les médias. En 1980, il frappe un journaliste qui divulgue son mariage. Et depuis cette histoire, j'ai pris la décision de ne jamais plus faire la promotion des films. Je n'aurai plus jamais aucun rapport avec les journalistes, je ne serai qu'acteur. La fréquentation des journalistes fait tout de même partie de votre métier. Non. C'est une nouvelle forme de cinéma. Oui. Ce n'est plus le star system. Non. Suite à cette histoire, Patrick Devers sera boycotté par la presse. Aujourd'hui, c'est le contraire. Patrick Devers est devenu un mythe. Même ceux qui n'ont pas vu ses films le connaissent. N'ayant jamais été récompensé par la profession, il est même envisagé de lui décerner un César d'honneur posthume. Ah, ça vous fait encore un choc, c'est mignon ça. Comment? Ça vous fait encore un choc aujourd'hui? Oh, À 91 ans, alors que c'est arrivé. 91 ans, oui. Sa mort, ça a été notre mort à tous. C'était affreux. Et tous mes enfants souffrent de ce livre que je viens d'écrire, parce que ma fille me dit « Tu te rends compte, maman, on commence à se guérir tout doucement, et tu voilà que tu réécris ce livre maintenant. » Mais alors, on retombe dans notre douleur, et ils m'en veulent. Ils m'en veulent un peu, et moi je suis fière, tellement fière. Vous l'avez toujours adoré, Patrick? Je les ai tous adorés, Non, mes bien sûr, enfants. vous avez tous adoré vos Mais enfants. je l'adorais parce que j'allais le voir dans ses films. Il était extraordinaire. C'était difficile pour une maman? Boisset disait toujours, s'il était resté au Café de la Gare, il serait toujours vivant. S'il était resté avec Romain Bouteille et Sota, il serait toujours vivant. S'il avait fait du théâtre, il serait toujours vivant. Le cinéma, ça l'a tué. Ça l'a vraiment tué. Non, ce qui l'a Il tué, c'est rentrait que la dans célébrité, c'était pas pour lui du tout, quoi. Ça lui plaisait pas. C'est-à-dire, il rentre- Ça lui faisait mal, trop sensible, trop fragile. Il n'était pas pour la célébrité. Il était ses rôles. Il entrait dans ses rôles. Boisset le disait. Ouais. Jamais je lui ferais jouer quelque chose de tragique, parce qu'immédiatement, un mois avant, il est le personnage, un mois après, il le reste, et ça le démolit, ça le tue. Mais quand il a tourné Série Noire, il me disait, tu vois, maman, Quel film je tragique. sais, Série Noire. Ouais, Je suis sûre, maman, que... Je suis sûre que j'ai tué, tu vois. Que c'était de la fiction, mais j'ai tué. J'ai vraiment tué. J'ai vraiment eu le geste, la rage de tuer. Oui, mais il Et était dans- j'ai laissé des plumes. Bah, être acteur, c'est ça, non? C'est être. Ah oui, mais trop. Et Dominique et lui, par exemple, c'était comme deux jumeaux. Dominique, en ce moment, il joue à Toulouse, il joue Votre le fils. Roi Lear. Mais ils sont Mais c'est pas- blessés, ils sont blessés à vie, mes enfants, comme moi. Non, mais par son décès, mais aussi par sa célébrité. Ils ont eu du mal à la vivre? Dur aussi, parce qu'ils sont tous comédiens, et tous de très bons comédiens, tous. Qu'est-ce que vous dites à vos autres enfants? 17 ans, le garçon? 17 ans, oui. 11 ans, la... Pour parler de Patrick, disons qu'il avait une exigence d'acteur à fond. À fond, c'est-à-dire qu'il avait, c'était rentrer dans le personnage. On le fait tous. Le difficile, c'est d'en sortir. C'est-à-dire à C'est partir ça. de quel moment, quand on finit un film, on peut raccrocher le costume et se débarrasser, comme il a dit à sa mère. J'ai eu le geste de tuer, c'est-à-dire que tout d'un coup, on prend conscience, en faisant semblant, que quelque part, on n'est pas très loin de ça.
Ceci expliquant cela. Hein. D'accord, alors, et malgré tout, il y a la vraie vie continue, la presse People, la presse magazine voilà, et puis après, existe. quand vous sortez de ça, si on vient, alors disons quand on est plus fragile comme certains, si par derrière vous avez les médias qui vous tarabusquent et que vous n'avez pas envie de ça et que vous êtes un peu, effectivement, pas à l'aise. Pas à l'aise. Il y a forcément, si votre meilleur ami vous trahit en disant je dirai rien et qu'il fait la une du journal, il pète un câble. Mais moi, depuis qu'il est parti, mes enfants ont vécu quand même. Je suis fière d'eux, tous. Ils travaillent. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'être fière qu'on parle de lui. C'est une joie pour moi. Il est vivant. D'ailleurs, il est tellement vivant avec moi. Et je voulais qu'on sache que Patrick était l'enfant de l'amour, d'un seul amour. C'est-à-dire D'un seul amour. C'est-à-dire Un premier mari m'a laissé tomber avec 2 enfants, il est parti. Et puis, je suis restée avec ces 2 enfants et j'ai connu un garçon qui était directeur de théâtre, avec lequel j'ai fait une saison, qui a été le père de Patrick. Et ça, il a fallu que je le dise, je voulais le dire. C'est votre grand amour ? Parce que c'est mon plus grand amour, mon plus immense amour. Et ça, c'est pour cela qu'il était comme ça. C'est humain que cet enfant soit Puis quand je me suis... Et alors, Ça évidemment... ne veut pas dire que vous n'aimez pas les autres, évidemment, mais Patrick, c'est le pur... Bien sûr. Bien sûr, on l'a compris, je crois. Et puis quand j'ai mais c'est le porté pur dans fruit mon... de l'amour, c'est ça ? Mais puis je lui ai fait du mal, parce que quand j'ai porté dans mon ventre, je n'ai pas arrêté de pleurer pendant 9 mois. Pourquoi ? Parce que vous étiez... Parce que j'avais été laissée tomber, terriblement. Par le premier de papa Par mon premier amour. Bon, alors donc, bon. Et puis quand je me suis remariée, on n'a pas osé lui dire que c'était pas son père. Il l'a appris qu'il y a 17 ans. Ça, oui. Là aussi, on a commis une faute terrible, une faute terrible. Je crois aussi qu'il faut toujours dire. Et je me sens très responsable de la mort de Patrick. Vous êtes responsable de la mort de votre fils ? Oui, absolument. J'ai pas été prudente. J'ai pas été prudente. Je ne l'ai pas préservé. Il a eu un immense amour dans sa vie avec Miu. Et comment vous auriez dû le préserver ? Par extension, si je pose une question plus générale, quand on est parent, maman en particulier, de quelqu'un de célèbre, quel rôle on doit tenir auprès de son enfant, vous pensez ? Eh bien, écoutez, d'une vieille comédienne qui n'a jamais été une vedette, mais qui a eu 78 ans de théâtre, j'étais intimidée par mon fils. J'étais... c'est de l'amour, quoi. Et oui, c'était de l'amour. Mais j'aime autant les autres. Non, d'accord, Maud, d'accord. Ils vous ont entendu. Oui, j'espère qu'ils m'ont entendu. J'espère. Mais c'est vrai que c'était... Quand j'allais voir ces films... Mais alors, comment on peut faire pour essayer de garder la bonne distance, pour continuer à protéger son enfant ? Pas grand-chose. Il était loin de moi, il jouait. Vous en pensez, madame, quand votre fille... Il y a des hauts et des bas, toi, ce métier, pour tout le monde, hein ? J'ai toujours regretté de ne pas avoir été un homme, parce qu'à ce moment-là, c'était comme madame, je l'admirais un peu. Moi, je fais l'inverse. Je l'admirais, j'avais toujours peur qu'elle fasse une bêtise, d'accord, mais quand elle faisait quelque chose de bien, j'étais contente. Et quand le présente Euro Million, vous nous avez dit que vous regardez à chaque fois. Elle m'en veut beaucoup parce qu'elle gagne les pas. Les 2 tirages, vous regardez. Comme la plupart des gens, d'ailleurs. Comme la plupart des gens. Vous savez, vous arrivez à déceler si votre fille, ça va, si ça va pas bien, etc. Ah, si, en quelques minutes de télévision, c'est fou, ça. Je m'en veux de m'endormir. Parfois, elle s'endort et elle me dit... je ne sais pas comment est son œil. Si elle a un œil comme j'aime, je me dis elle est heureuse. Aujourd'hui, elle a eu des problèmes. Mais inversement, c'est très lourd pour nous qui sommes justement à la télévision, aux comédiens. Mais la télévision, c'est cash parce que quand on est dans un programme en direct, nos parents, ils savent si ça va ou ça va pas, ou nos amis, les gens qui nous aiment vraiment, et ça, même nos enfants. Et ça, c'est une trahison, enfin, en quelque sorte, c'est la trahison de l'amour, mais c'est celle qui fait le plus mal. Parce que quand je dis mais oui, ça va, et que j'essaie de masquer, eh bien non, on sait que ça ne va pas. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Je suis d'accord. Votre maman, c'est en ce moment à quoi vous pensez. Vous pensez ? Oui, je suis sûr. Ah bon ? Et votre papa aussi. Oh là là ! C'est ça que... Je préfère ne pas le savoir. Alors ça, c'est inexplicable. Je suis assez... du bien. Vous êtes Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Non, mais on ne peut rien cacher. C'est ça qui est Si votre fille souhaite faire un métier de spectacle d'ici quelques années, elle a 12 ans aujourd'hui. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous lui direz ? Moi, j'en serais ravie. Elle est très à l'aise, elle est aussi intellectuelle, elle est très bonne élève, elle est en 6e et aussi artistique. Oui, moi, je serais très fière. Je vais partir voir jouer mon fils le roi Lear à Toulouse. Mais il est grand, votre fils, déjà. Quand j'aurai 78 ans... Bon, d'accord, il joue le roi Lear à Bordeaux. Il joue le roi Lear à Bordeaux. Très bien, ça lui fait de la publicité.
Bon, en tout cas, on a reçu beaucoup de grandes personnalités aujourd'hui. Je crois que c'est clair que les chiens ne font pas des chats. On aura compris aujourd'hui qu'il y a comme une espèce de parenté, une filiation, comment on pourrait dire, une ressemblance dans le caractère. Je peux juste te dire un petit truc. Allez-y, Sophie, ce sera le mot de la fin, oui, vraiment. Je voudrais simplement prévenir les jeunes qui souvent nous appellent dans la rue, nous interpellent en disant j'aimerais faire ce métier, j'aimerais être mannequin, j'aimerais être animateur, animatrice, chanteuse, célèbre, star, femme de footballeur. Je leur dis attendez, c'est un truc qu'il faut choisir. Footballeur. Non mais quelle ambition, je vous assure, des fois on me le dit. Il faut vraiment être prudent, quoi. Il y a toute une part de magie, c'est merveilleux. On gagne facilement de l'argent, mais aussi il y a des tas d'ennuis derrière. Et je crois qu'il faut faire ses études d'abord. C'est ce que je dis toujours, c'est un peu chiant à entendre. Il faut d'abord faire ses études, être équilibré, et puis toujours être aimé. Je sais, Jean-Pierre, je vous embouillonnais, ne vous inquiétez pas. Être prudent, vraiment. Voilà. Vous auriez pu faire marrer une footballeuse, vous, non? Vous voulez dire quelque chose? Vous voulez dire un mot? Vous voulez dire un mot? Non, mais elle a fait la bonne conclusion. Si vous avez envie de faire ce métier, préparez-vous à beaucoup de joie. Désillusions. Mais beaucoup de désillusions. Les deux. Les deux. Trahisons. La vie, c'est des hauts et des bas, mais c'est jamais aussi. J'adore. C'est jamais aussi bon ni aussi mauvais qu'on croit, dirait l'autre. Je vous recommande le bouquin de Patricia, également celui de Maud, et puis je remercie tous nos invités d'être venus aujourd'hui. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir.